h42 aujourd'hui sort en librairie un livre au titre Réveillez-vous, réveillez-vous, ça tombe bien, 7h42, c'est un livre pour les matins de France Culture. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. C'est chez Fayard et c'est un livre qui inciterait éventuellement, après sa lecture, à déboucher une bouteille de bon vin et à la finir cul sec pour se donner du cœur à l'ouvrage, parce que tout de même, Nicolas Bavray, vous n'y allez pas de main morte, l'historien économiste que vous êtes, éditorialiste au Point et au Monde. Dans Réveillez-vous, vous dressez un contrat absolument désespérant. Non, je ne crois pas. Je dresse un constat qui est désespérant, qui est dur, et ça n'est pas du tout une incitation à l'inaction, mais au contraire, je crois que ce livre montre que, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres pays, ce qui montre que c'est possible, le Canada, la Suède, l'Allemagne, comme l'a fait la France en 1945, il est parfaitement capable, on est aujourd'hui parfaitement capable d'essayer de changer un certain nombre de modèles, de structures qui nous ont amenés effectivement dans une situation qui est très délicate. Désespérant, vous dis-je. C'est celui d'une France dans le déni de la réalité, repliée sur ses vieux réflexes et réticente à entrer de plein pied dans la mondialisation. Vous appelez le pays à se réveiller, Nicolas Bavray, afin de ne pas sortir de l'écran radar du 21e siècle. Et vous dénombrez ainsi tout le monde. Mais attendez, nous en parlerons plus avant de votre livre, notamment avec Brice Couturier. Moi, je voudrais profiter, parce que l'actualité, après tout, n'est pas éloignée de votre livre. Vous avez remarqué que la zone euro, comme on dit, entre dans une semaine à risque. Autant suspend ton vol. Aujourd'hui, on attend pour 8h GMT, donc je crois 10h heure française, la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui va se prononcer sur la compatibilité du mécanisme européen de solidarité et du pacte de stabilité européen pour voir si c'est conforme donc avec la loi allemande. Question de fiction pour dans quelques minutes. Imaginons que Karlsruhe juge le mécanisme européen de stabilité et le pacte budgétaire non conforme à la loi fondamentale allemande. Qu'advient-il, Nicolas Bavray, de l'euro et de l'Europe ? Alors, si on devait avoir une décision négative, ce serait effectivement un séisme pour l'ensemble des mécanismes de solidarité qu'on a essayé de mettre en place. Si on essaye de réinsérer ça un peu dans l'histoire. Premièrement, on a une zone euro qui est toujours dans une situation critique. C'est le seul grand pôle de l'économie mondiale qui va être en récession de nouveau cette année. Il y a 11,3% de la population active qui est au chômage, 18 millions de chômeurs en Europe. On a une dette publique de 88% du PIB, donc c'est une situation qui est critique, et ce d'autant qu'on a une Grèce dont on ne sait toujours pas où elle va, sinon qu'elle a perdu 20% de son PIB en l'espace de 5 ans, une Espagne qui est au bord de l'abîme, et un problème d'effondrement du crédit, plus de dette publique. Donc ça fait un paquet assez impressionnant. On a commencé à prendre de bonnes décisions avec notamment M. Draghi, la Banque centrale jeudi dernier. J'allais dire qu'enfin, la BCE est devenue une véritable banque centrale depuis le 6 septembre dernier, avec des rachats de dettes qui sont illimités dans le temps, dans la durée. Donc, on va pouvoir soutenir les États en difficulté, mais à une condition... Certains, voilà, on dénonce les conditions. À une condition, c'est que les États fassent leur travail. Alors, les États fassent leur travail, il y en a deux types d'États. Que les États du Sud se restructurent, demandent l'aide et s'engagent dans des programmes d'ajustement, ça c'est la condition pour que la BCE intervienne, que les États du Nord acceptent la solidarité. Et c'est là qu'on retrouve la Cour de Karlsruhe. Pourquoi ? Parce que on a bien, et c'est là où cette crise est devenue politique, on a bien aujourd'hui en Europe la solution des économistes, c'est l'intégration fiscale, l'intégration budgétaire, l'union bancaire. Et en face, on a des marchés qui font diverger les taux d'intérêt et des opinions publiques et des systèmes institutionnels qui divergent. Donc, d'un côté, des gens qui se révoltent contre l'austérité en Europe du Sud. De l'autre côté, et notamment en Allemagne, qui est le pays clé pour réassurer cette zone, aujourd'hui, une opinion qui est de plus en plus hostile à l'idée, entre guillemets, que les Allemands devraient payer pour des pays qu'ils considèrent comme ayant été laxistes, et puis un système institutionnel, une cour qui met de plus en plus de conditions. Alors, je ne suis pas... Et dont on dit qu'elle est dominée par un sentiment, cette cour de Karlsruhe, un sentiment tout de même qui n'est pas nouveau, d'euroscepticisme. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment eurosceptique, mais ce qui est vrai, c'est que le métier d'un juge constitutionnel, par définition, c'est de protéger la Constitution dont il est le gardien. Sa souveraineté, on va donc dire.
Exactement. Et là, l'Allemagne, elle s'est reconstruite après 1945 sur l'idée d'institutions démocratiques, avec l'idée de contre-pouvoir qui soit très fort et d'un Parlement qui soit très fort, puisque évidemment, l'idée, ça a été de conjurer à tout prix le spectre du nazisme, du totalitarisme et d'un État surpuissant. Donc, le juge constitutionnel allemand, c'est vrai qu'il est le gardien d'une mécanique de contre-pouvoir qui soit très forte. Et c'est vrai que au plan européen, ce que la Cour de Karlsruhe a régulièrement dit, on n'a pas ces contre-pouvoirs parce que le Parlement européen, même s'il a été renforcé au cours des dernières décennies, il n'a pas du tout le même pouvoir que peut avoir le Parlement allemand au plan intérieur. Alors, ce qu'on peut dire de manière raisonnable, c'est que si les juges allemands, avec quand même la pression qu'il y a aujourd'hui sur l'euro, a décidé d'attendre 2 mois pour rendre sa décision, c'est qu'il est clair qu'à leurs yeux, il se pose un problème. Quelle va être la réponse ? Je pense que vraisemblablement, ce qui est le plus probable, c'est qu'on ait l'acceptation de ce mécanisme, mais sous un certain nombre de conditions, ce qui a déjà été le cas par le passé à différentes reprises. Donc des garde-fous concernant l'intervention du Parlement allemand, du Bundestag et du Bundesrat, et un certain nombre sans doute de verrous de souveraineté pour l'Allemagne, mais orienté du côté du Parlement. Parce que ce qui paraîtrait quand même tout de même un peu bizarre, est-ce qu'il y a une sorte, au fond, de conditionnalité ou presque de chantage qui pourrait s'opérer, même s'ils sont très indépendants, ces juges constitutionnels allemands, mais tout de même, il pourrait y avoir une contradiction énorme entre tous les pas qui sont faits, vous le dites vous-même, par exemple, par la BCE jeudi dernier avec Mario Draghi, et une décision qui remettrait tout en cause, cela dit. Est-ce que décemment, au fond, malgré la volonté de couvrir, de conserver une souveraineté allemande, la décision si elle était négative ou soumise à trop de conditionnalité, la décision de Karlsruhe rebattrait à nouveau les cartes, hein, et referait perdre au fond du temps à cette idée d'un fonds de soutien et de quelque chose qui de l'économique passe vers le politique davantage. Alors elle peut rebattre les cartes, elle peut non seulement faire perdre du temps, mais on peut tout à fait avoir une attaque des marchés sur les dettes d'un certain nombre de pays, Italie, Espagne, voire France. Mais j'allais dire, c'est ce avec quoi nous devons faire en Europe. Par définition, si on avait des États-Unis d'Europe, le problème serait réglé. Nous avons eu le problème avec tous les traités, Maastricht, avec le projet de constitution européenne. On sait que dans l'Union, c'est une union à 27 et qu'une fois que les décisions sont prises, chacun doit... L'euro, il y a 17 pays, il y en aura peut-être 18 assez rapidement. Et nous savons tous que, une fois que les décisions sont prises, on doit faire embrayer les mécanismes institutionnels et la démocratie dans les 17 ou les 18 pour arriver à le faire fonctionner. Et on ne peut pas rayer d'un trait de plume ces États dont certains sont millénaires. Ça fait partie, c'est un handicap d'une certaine manière, mais c'est aussi la richesse de l'Europe. Alors, c'est le handicap et la richesse, voilà, justement, Nicolas Bavré. Mais est-ce que là aussi, on n'est pas dans quelque chose qui rejoint évidemment votre livre, quand vous dites, après tout, ce ne sont pas les marchés ni la finance qui nous a mis dans cet état-là, c'est l'abandon tout simplement du politique, de ses prérogatives et de son pouvoir. Est-ce que là, on n'est pas dans un double paradoxe, qui est qu'au fond, une cour constitutionnelle pourrait, parce qu'il y a le poids politique des élections en plus en Allemagne qui arrive, affirmer que l'Allemagne doit rester souveraine, avec tout de même l'autre versant de ce que plaident beaucoup. On le voit dans Libération aujourd'hui avec Daniel Cohn-Bendit dans Libération face à Jean-Luc Mélenchon, avec tout de même l'idée que oui, finalement, sans doute faut-il accepter que chacun laisse un peu de cette souveraineté pour qu'une politique économique et bancaire soit réellement commune. Mais bien sûr, mais c'est cette tension qu'on a là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une crise qui est évidemment une crise politique, mais parce que chaque État a envie de garder sa souveraineté pour des raisons qui sont d'ailleurs différentes. La Cour de Karlsruhe, l'Allemagne, veut garder sa souveraineté pour protéger les pouvoirs de son Parlement. La France et les oppositions qui sont faites, par exemple, à la réduction des déficits... Vous avez vu, c'est du coup Angela Merkel qui, depuis par exemple Mario Draghi jeudi, subit toutes les critiques de la population. Mais vous voyez, vous lâchez tout, finalement, vous lâchez tout. Mais vous voyez qu'en France, il y a aussi des critiques qui s'adressent à François Hollande pour l'idée qu'on essaye d'aller à tout prix aux 3%. Pourquoi ? Parce qu'en France, à l'inverse, on veut garder sa souveraineté pour conserver le modèle de la dépense nationale et pour continuer à faire de la croissance à crédit avec de la dépense et de la dette publique. Donc, chacun
essaye de garder ce qu'il estime être, vital pour le fonctionnement, soit de sa démocratie, soit de son économie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument arriver à dépasser ça, parce que sinon, on n'arrivera pas à sauver l'euro. Et que contrairement à ce que dit Mario Monti, quand il a expliqué que l'euro était irréversible, la réponse c'est non. Il suffit de regarder l'histoire. Il y a eu 2 tentatives d'union monétaire dans le passé. L'Union latine en 1865, le Bloc-Or en 1933. Ces 2 unions monétaires ont explosé. Donc dans l'histoire, il n'y a jamais rien d'irréversible. Aujourd'hui, si on veut sauver l'euro, il faut effectivement remplir les conditions qui sont données par les économistes. Il faut un gouvernement économique, une banque centrale européenne qui soit un vrai prêteur en dernier ressort, de la solidarité, de la responsabilité budgétaire, et puis un grand marché avec la liberté du travail et du capital. C'est pas impossible, mais ça veut dire... Ça fait beaucoup sur la part centrale de travail. Et ça veut dire qu'il faut effectivement plus d'intégration, ce qui, dans une période de grande crise du capitalisme, n'est pas facile. Alors, au cas où les choses auraient été trop simples, rajoutons qu'aujourd'hui, et c'est étrange parce que d'ailleurs, c'est une actualité qui cache une autre, il n'y a pas que cette attente de la Cour constitutionnelle qui passionne les foules, si j'ose dire, en délire. Il y a aussi que ce mercredi 12 septembre, Nicolas Bavré, la Commission européenne doit présenter à Strasbourg son projet de supervision des 6000 banques de la zone euro. Et là, tous les commentateurs, ou presque tous, disent formidable, parce qu'il y a enfin quelque chose qui s'esquisse là dans une homogénéité d'une gouvernance des banques, ce qui implicitement veut dire que là, on accepte volontiers de laisser une part de souveraineté. Enfin, on l'accepte pas volontiers, parce que oui, ceux qui sont fédéralistes l'acceptent volontiers. Vous l'accorde. Surtout si vous regardez ce qui s'est passé concrètement depuis 3 ans. Alors c'est vrai que je pense que la Commission européenne, elle a quand même globalement failli dans la gestion de cette crise, mais pratiquement ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est une renationalisation du crédit et une renationalisation de la surveillance des banques. Donc ce qui est proposé là, c'est quand même l'inverse de ce qui s'est passé dans les 3 dernières années. Si on y arrive, je pense que c'est une très bonne chose. Et si on y arrivera autour de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le grand déséquilibre de ce traité de Maastricht, c'est la seule institution fédérale qui fonctionne vraiment et qui soit surtout dans le temps et dans la réactivité des marchés. Parce que, comme on l'a vu, il y a d'autres institutions européennes qui sont la Commission, qui sont le Parlement, mais qui sont beaucoup trop déconnectés de l'action et du rythme. Et puis derrière, on doit embrayer sur les démocraties nationales. Donc, cette banque centrale, c'est pour ça qu'elle est vraiment le pivot de la sortie de crise. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que si on arrive à sauver l'euro, dans l'histoire, Mario Draghi restera comme un homme extrêmement important, parce que c'est lui qui aura fait de cette BCE une vraie banque centrale, et c'est lui qui aura quand même fait le retournement en donnant l'impulsion décisive, ce que n'avait absolument pas fait son prédécesseur Jean-Claude Trichet. Vous êtes très très sévère avec Jean-Claude Trichet, tout de même, dans votre livre. Vous dites que c'est un déflationniste. Si vous voulez, je juge au résultat. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de problème, que c'était la stabilité des prix et tout ce qu'on voulait. Je regarde, il a quand même mis la zone euro en récession, une crise absolument gigantesque dont il a nié il a fait les plus grandes erreurs de politique monétaire depuis la Fed en 1929, en montant 2 fois les taux d'intérêt alors qu'on avait une grande déflation mondiale en 2008 et en 2011. Et il n'a jamais été capable de mettre en place un cheminement de sortie de crise. Il a laissé quand même, quand il est parti, on avait 3 États en faillite dans la zone qui étaient la Grèce, l'Irlande et le Portugal, et 2 qui étaient sur le point de basculer dans le chaos, qui sont l'Italie et l'Espagne, qui sont respectivement les 3e et 4e puissances économiques de cette zone. Donc voilà le bilan. Moi, je regarde les faits. Alors Nicolas Bavré, finalement, avec ce qu'on attend aujourd'hui comme décision, imaginons que la Cour constitutionnelle allemande, effectivement, donc valide le MES, que la politique d'austérité de François Hollande réussisse, votre livre, il est périmé dès aujourd'hui. Alors, je pense que de toute manière, l'aventure de l'euro, si vous voulez, il faut quand même reprendre les choses, là encore, dans la durée. Aujourd'hui, on est parti pour au moins une décennie de gestion de crise. On a un capitalisme mondialisé dérégulé, qui est quand même dans une situation extrêmement compliquée, une croissance mondiale qui est en train de descendre, et donc il va falloir essayer d'éviter le retour du protectionnisme en 2013. La zone euro, si on arrive, on a maintenant la BCE, si les différents États finalement s'engagent dans ce double exercice, solidarité des uns, responsabilité budgétaire des autres, il faut voir que pour désendetter
ces pays, ça va s'étendre sur 10 ans. Et quant à la France, la conversion du modèle de croissance à crédit, le fait d'arriver à renouer un pacte productif, un pacte social autour de la flexi-sécurité, un pacte citoyen autour de la restauration des comptes publics, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est là où je crois que... Ça va prendre plus de 2 ans, comme le dit François Hollande. Bien sûr. Donc là, je crois 5 ans. qu'il y a une énorme erreur qui est de penser qu'on va pouvoir faire des taxes pendant 2 ans et qu'ensuite on va pouvoir redistribuer comme d'habitude et donc faire le modèle dont les Suédois sont sortis, heureusement pour eux, depuis les années 90. Je lève des impôts, surtout dans un pays où on a déjà 49% de prélèvements publics. Donc on est dans une durée qui est très longue sur des changements de modèle de l'économie mondiale, de la zone euro qui ne pourra pas vivre avec les institutions de Maastricht et du modèle économique français. 8h17. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. Vous avez lu attentivement ce livre, Réveillez-vous chez Fayard, de Nicolas Bavré. Oui, avec grand plaisir, c'est un livre à lire. Il y a 9 ans, vous avez publié, Nicolas Bavré, un livre qui vous a valu un certain succès public, mais qui a fait de vous le porte-parole involontaire d'un courant vite labellisé décliniste. À ce titre, une certaine presse vous a dénoncé comme contre-révolutionnaire au seul motif que dans le passé, mais dans d'autres circonstances, des auteurs tels qu'Ernest Renan, avaient eux aussi dénoncé le déclin de notre pays. Renan, dont on vient opportunément de rééditer La réforme intellectuelle et morale, écrite au lendemain de la défaite de Sedan, ça ne nous rajeunit pas, qui aurait pourtant bien des choses à nous dire avec son obsession du retard de la France sur l'Allemagne. Déjà, voyez-vous. Comme ce glorieux prédécesseur, vous faisiez état d'un certain nombre de signes inquiétants qui révélaient la fragilité du pays, son déclin matériel et moral. Mais il était considéré par beaucoup comme malséant de les exposer. La France n'incarnait-elle pas, selon la télévision, un modèle social que l'univers entier nous enviait ? Relever que ce modèle était financé à crédit et qu'il ne bénéficiait pas à la fraction croissante de la population exclue du marché du travail, c'était remettre en cause le meilleur des États-providence possibles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis lors, les choses n'ont pas été en s'arrangeant. La France, écrivez-vous aujourd'hui, s'enfonce parce qu'elle refuse d'analyser sereinement les causes de son déclin relatif dans un monde qui change très vite et dans lequel l'Europe elle-même fait figure à son tour d'homme malade de l'ère de la mondialisation. Notre État, pour commencer par lui, pléthorique et omniprésent, est en même temps politiquement affaibli, parce qu'il est considéré non comme l'incarnation de l'intérêt commun, mais comme un pourvoyeur de prébendes. Alors que les dépenses publiques ont atteint un vertigineux sommet, en absorbant 56% de la richesse créée par le pays, nous persistons à croire que nous sommes victimes du libéralisme. Alors que la dette publique accumulée vient de dépasser les 90% de PIB, on entend souvent dire que la panne de notre appareil productif a l'austérité pour cause. Alors que notre déficit commercial est le plus important de la zone euro, beaucoup persistent à prôner la relance par la consommation. Alors que notre tissu industriel est déliquescent, que notre compétitivité dégringole, nous avons encore perdu hier 3 places selon le classement du World Economic Forum, passant en un an de la 18e à la 21e place, nous maintenons un système de prélèvement sur le travail qui a fait dangereusement reculer le taux de marge de nos entreprises. Bref, comme The Economist en avril dernier l'écrivait, nous serions victimes du déni. Et vous incriminez jusqu'à notre intelligentsia, qui au lieu d'apprendre à considérer sereinement les faits, persisterait à servir de dernier refuge aux idées qui ont magnifiquement échoué ailleurs. Après avoir cru à la fin du travail, comme au caractère profondément démocratique de la révolution culturelle maoïste, elle s'entiche, cette intelligentsia, à présent de démondialisation ou de décroissance. Après avoir fait du progrès une nouvelle religion, voici qu'elle cultive aujourd'hui un scepticisme précautionneux envers toute avancée scientifique, toute nouveauté technique. Mais ces constats, Nicolas Bavré, sont désormais largement partagés. Autant vous étiez assez seul en 2003 lors de la parution de La France qui tombe, autant les Français sont aujourd'hui nombreux à être conscients que la situation de leur pays est inquiétante. Le ton utilisé par le président de la République, François Hollande, dimanche soir, contrastait singulièrement avec celui de son prédécesseur en 2003. En réalité, nous sommes tous devenus plus ou moins déclinistes. Alors, comment se fait-il que les moyens d'enrayer ce déclin n'aient pas encore été mis en œuvre ? Serait-ce qu'il est déjà trop tard, comme le prétendent certains pessimistes, ou au contraire, que nous n'avons pas encore touché le fond,
à partir duquel nous avons l'habitude de rebondir, comme d'autres le disent. 2007, peut-être bien. Non, je parlais de 2003, parce que le 2003, c'est quand le bouquin de Bavrez était paru, et c'était quand Chirac nous berçait avec les éloges du modèle social français. Oh mince, bon, pourtant j'ai suivi. Merci Brice Couturier, la chronique à retrouver sur franceculture.fr. Nicolas Bavrez. Bon, le déclinisme, je pense que de fait, c'était une appellation tout à fait absurde. C'était l'idée qu'on pouvait aimer le déclin de son pays. Donc, bien sûr qu'il n'y a aucune raison d'être obsédé par le déclin. Simplement, quand ça arrive, je crois qu'il faut le reconnaître. Et comme on le disait, parfois, il y a les paroles déplaisantes, mais qui peuvent sauver. Et puis, il y a les paroles plaisantes, mais qui peuvent tuer une démocratie. Donc, je crois que, comme il a été dit, cette mauvaise querelle, elle est réglée. D'ailleurs, j'observe que ce terme de déclinisme, il n'est plus beaucoup utilisé, et que, y compris parmi les gens qui m'ont critiqué, maintenant ils utilisent le terme décrochage pour pas parler de déclin. J'ai encore vu récemment un excellent article de Michel Viviorca sur, par exemple, le déclin des sciences sociales et des sciences humaines, et il viendrait à personne l'idée d'expliquer que Michel Viviorca est un décliniste, et donc je pense que les problèmes qu'il soulevait étaient des problèmes sérieux. Donc ça, de fait, je crois que c'est assez bien réglé. Alors, maintenant, ce qui est très important, et ça a été dit, c'est-à-dire que quand on regarde l'Allemagne, il n'y a pas de modèle allemand, mais l'Allemagne a passé 10 années, à partir des années 90, de la réunification, à parler de son problème de réunification et de son déclin, et du site Allemagne, et puis du déclin de l'industrie allemande. Et puis ensuite, les Allemands, avec l'agenda 2010, ont réussi à remettre sur pied leur économie et puis leur industrie. Donc, ce qui est important dans cette discussion, c'est que justement, on sorte du déni, et il y a eu un déni autour du déclin, et que en analysant ces causes, on trouve des solutions. Or, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps, mais il existe encore une petite plage de temps qui peut nous permettre de faire repartir les choses dans la bonne direction. Mais pour cela, je crois qu'il y a finalement 3 grands choix, et c'est ce que discute un peu ce livre. Le premier choix, c'est de ne pas se tromper. On a parlé de l'austérité, c'est-à-dire que en 83, on avait eu le tournant de la rigueur. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Ce qui est décisif, c'est la compétitivité. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à rétablir de la production et de la croissance, on n'arrivera pas, y compris, à rétablir les finances publiques de la France. Le deuxième grand choix, et celui-là, il est fondamental et il nous ramène aux années 30, c'est qu'on a le choix entre une stratégie de déflation et une stratégie de reflation. Soit, puisqu'il y a un écart pour aller vite, la France aujourd'hui, elle consomme 10% de plus que ce qu'elle produit. Soit je diminue la consommation et le pouvoir d'achat de 10%, c'est un peu la situation la logique dans laquelle se trouve la Grèce ou l'Espagne. Soit j'arrive, en augmentant la durée du travail, en investissant, en poussant l'innovation, soit j'arrive à remonter la production au niveau de la consommation. Et le troisième grand choix, qui nous ramène là encore à 83 ou à Schröder, c'est que soit on fait ces réformes de manière volontaire, en décidant de les silencer nous, soit on les fera sous la contrainte. En 83, on avait le FMI aux portes, ça a été le tournant de la rigueur pris par François Mitterrand. Si on n'arrive pas à rétablir la production et la compétitivité, à remettre de l'ordre dans les finances publiques, eh bien, malheureusement, ce sont le FMI, la Commission européenne, voire l'Allemagne, qui devront le faire, ce qu'on a vu aujourd'hui en Grèce et ce qu'on va voir demain en Espagne. Donc, voilà ces grands choix, et c'est ça qu'il faut absolument discuter aujourd'hui. Mais sur cette question de la compétitivité tout de même, après tout, les gouvernements qui se sont succédés depuis une dizaine d'années en ont toujours parlé, ont pris des mesures. Nicolas Sarkozy en faisait par exemple son cheval de bataille. Ça n'a jamais rien donné ? On en a parlé beaucoup, mais il est tout à fait faux de dire qu'on n'a jamais traité le problème. Aujourd'hui, le coût du travail a toujours été nié comme problème par les gouvernements de gauche comme de droite. On se retrouve aujourd'hui avec un coût de l'ordre du travail de 34 € en France, 30 € en Allemagne, 26 € en Italie, 20 € en Espagne et au Royaume-Uni. Donc il y a clairement un problème majeur. Et ce problème, il est venu pas tellement des salaires directs, on le sait, mais de toutes les prélèvements et les charges qui pèsent aujourd'hui sur le travail. Donc le problème du coût du travail n'a jamais été réglé. Le problème du droit du travail qui est devenu aujourd'hui un maquis absolument terrible. Pour une entreprise, le
plus gros risque aujourd'hui, c'est d'embaucher quelqu'un. Donc évidemment, on n'a pas beaucoup d'embauches. Si vous regardez l'investissement et l'innovation, qui supposerait de pouvoir mobiliser l'épargne vers les entreprises, aujourd'hui, c'est tout à fait dissuasif. Et d'une manière générale, quand on regarde ce qui a été fait, et là, il y a une continuité entre Nicolas Sarkozy dans les 2 dernières années et ce qui est fait aujourd'hui, l'idée de rétablir la situation avec un choc fiscal sans précédent, puisque je rappelle que les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy, il y a eu 32 milliards de hausses d'impôts qui ont été décidées. Oui, vous dites oui, qu'elles ont été faites un peu habilement, parce qu'il ne fallait pas trop le montrer, ça c'était assez contraire au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait les 13 de TVA sociale, donc ceux-là ont été annulés, donc, mais ça veut dire qu'il en reste 19. Cet été, François Hollande et le gouvernement Ayrault ont décidé 12 milliards d'impôts supplémentaires et on en annonce 20 pour l'an prochain. Donc quand on consolide le tout, ça veut dire 51 milliards en 2 ans et demi sur une économie qui est aujourd'hui en stagnation. Depuis le printemps 2011, il n'y a plus de croissance en France. Donc 3% du PIB, c'est l'équivalent du choc pétrolier des années 70, c'était 3 points de PIB. Bon, il est clair que si on applique ces 3 points de PIB à une économie qui est en stagnation, on l'envoie en récession. Ça, il n'y a pas de mystère. Donc, vous voyez que les analyses qui sont faites sont souvent là-dessus, je trouve, un peu désarmantes, parce que, en fait, la politique Hollande, pour l'instant, c'est l'accélération de la politique de Nicolas Sarkozy dans les 2 dernières années qui a échoué de manière spectaculaire. Il y a comme un changement dans l'air du temps, Nicolas Bavret. À l'époque des élections, il y a encore quelques mois, la plupart des économistes, sauf les keynésiens déclarés, je dirais, disaient que le déficit public était insoutenable, comme vous le dites vous-même, et préconisaient des politiques budgétaire de rigueur. Or, depuis quelques semaines, j'observe une espèce de changement dans l'air du temps économique. Les mêmes disent aujourd'hui qu'ils redoutent que les 30 milliards d'économies annoncées par le président de la République, dont vous venez de parler, 20 milliards d'impôts supplémentaires et 10 milliards de coupes budgétaires, que ces 30 milliards d'économies ne plombent la croissance et nous fassent tomber dans la récession. Les Échos d'hier, le titre c'était « Hausse d'impôts, rigueur, les risques pour la croissance » et l'article de Vittori, l'éditorial de Jean-Marc Vittori était exactement dans cette... Les Échos donc commencent à parler le langage d'alternative économique. C'est un peu troublant quand même. Alors, il faut savoir, est-ce que vous préconisez effectivement qu'on réduise le déficit budgétaire et qu'on ramène, comme le prévoit le président de la République, à 3% dans les clous en 2 ans, ou est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas le faire et qu'il faut l'étaler dans le temps, comme le dit effectivement Alternative économique depuis longtemps? Alors, comme je l'ai indiqué, donc pour l'instant, le pari de François Hollande, c'est un pari qui est perdu d'avance. Et là, c'est vrai que quand j'ai une économie en stagnation, sur lequel j'envoie donc autant d'impôts dans le délai qui est prévu, elle va aller en récession. Et comme elle va aller en récession, on n'obtiendra pas l'objectif, parce que les recettes fiscales vont s'effondrer plus vite que la hausse des taux d'imposition. Et par ailleurs, on va avoir une envolée du chômage. D'autant qu'on a choisi de faire peser la moitié de ces impôts nouveaux sur les entreprises qui ont déjà le taux de profitabilité le plus bas d'Europe, 28%. Historiquement, c'est le plus bas niveau depuis les années 80. Alors, est-ce que ceci implique qu'il faille renoncer aux 3%. Je ne crois pas, mais simplement la manière comment dont faire vous nous dites en même temps, il faut réduire les dépenses. Voilà, 2 choses, c'est que on va baisser les dépenses de 10 milliards, mais on les a augmentées de 10 milliards depuis que François Hollande a été élu. Donc on peut quand même se demander si c'était vraiment raisonnable de faire plus 10 pour faire moins 10. Surtout, la deuxième chose, c'est quand on regarde les pays développés qui ont réussi à reprendre le contrôle de leurs finances publiques. Donc les exemples sont connus. Canada, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne. Bon, tous ces pays ont toujours privilégié la baisse des dépenses sur la hausse des impôts. Pourquoi ? Parce que les économistes savent, et ça c'est bien démontré, que la hausse des impôts, c'est ce qui a l'effet récessif le plus important, parce que c'est ce qui, du point de vue de l'anticipation des ménages, c'est ce qui va le plus vite, qui est le plus brutal, et qui traumatise le plus les acteurs économiques. Surtout si on les fait peser sur des entreprises qui sont déjà aujourd'hui dans une période de critique. Mais la dépense publique a quand même un effet d'entraînement de l'économie. Si vous la réduisez de manière dramatique d'un seul coup, vous allez aussi aboutir à une récession. Il est clair que quand on baisse les dépenses publiques, on a un effet qui est clairement qui peut avoir un effet récessif. Simplement, à court terme en tous les cas, et donc ça vous fait perdre les élections. C'est ça le problème. Alors, tout le monde sait qu'il faut le faire, mais personne ne le fera parce qu'on perd les élections. Peut-être Schröder l'a fait en fin de mandat, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Économique, et puis il y a l'aspect, et puis ensuite il y a l'aspect politique. Alors,
Sur l'aspect économique, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut travailler ensuite sur le contenu de la dépense. Donc, dans les dépenses publiques, il y en a qui sont plus ou moins productives. Et donc, il est clair que quand on les diminue, on peut essayer de sauvegarder tout ce qui est investissement, innovation. Si je prends un exemple simple qui est le Canada, par exemple, il y a une baisse très forte de l'ordre de 15 à 20 à 40% suivant les secteurs, mais par exemple, il y a une augmentation sur la santé et l'éducation, qui étaient considérées comme des dépenses importantes. Donc, ensuite, on peut travailler sur la qualité de la dépense publique pour éviter les effets récessifs. Quant à l'aspect politique, moi, j'appelle quand même à modérer les choses parce que on l'oublie toujours, mais Schröder, d'abord, il aurait pu être réélu parce qu'il n'était pas limité à. Mais son il parti était terriblement impopulaire à la suite de l'agenda 2020 et des réformes. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est lui qui a sauvé l'Allemagne. Et par ailleurs, je rappelle que son parti est resté au pouvoir, pas lui, mais qu'il y a eu une grande coalition ensuite. Et si vous prenez le contre-exemple, c'est ce qui s'est passé avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sur lequel on a eu une gestion de crise, la crise de l'euro, la crise de la mondialisation, le G20, la gestion de crise a été excellente, mais il n'y a pas eu de conversion du modèle français. Et on voit très bien que... Il avait été élu pour ça. Il avait été élu pour ça, il n'a pas fait les réformes, et il n'a pas fait les réformes, il n'a pas été réélu non plus. Donc il y a une grande erreur qui est de croire que parce que quand on réforme, on est systématiquement battu, et je pense que ça n'est pas vrai, et je crois que Nicolas Sarkozy aurait pu être réélu s'il n'avait pas été dans le déni de son impopularité premièrement, et qu'il avait réglé son problème de relation avec les Français en amont de l'élection, et deuxièmement, s'il avait été au bout du mandat qui lui avait été donné en 2007, qui était un mandat de conversion du modèle économique et social français. Mais puisque on est sur Gerhard Schröder par exemple, qu'est-ce qui fait qu'après l'intervention du président de la République dimanche soir, on a lu dans la presse ça et là des comparaisons entre François Hollande et Gerhard Schröder, mais des comparaisons un peu à la Canada Dry, hein, c'est que ça ressemble à du Schröder, ça a l'air d'être du Schröder, mais ça n'est pas du Schröder. Je crois que vous-même avez terminé un article dans le Point dans ce sens-là. Mais c'est vrai que on voit qu'on a repris le vocabulaire de Schröder avec le terme d'agenda. Je note quand même la différence, vous voyez, de la relation au temps, c'est-à-dire que Schröder avait pris en 2003 l'agenda 2010 parce qu'il savait qu'il fallait à peu près une décennie. C'est ce qu'on a vu très bien à l'œuvre. L'agenda 2014, le rapport au temps, moi, me paraît très mauvais parce que c'est clair qu'on ne va pas sortir de la crise en 2 ans et personne ne peut le croire. Donc l'idée qu'on va faire des impôts pendant 2 ans et qu'on va redistribuer ensuite pendant 3 ans, c'est une double erreur. Je veux dire, c'est un peu le cycle d'un maire qui généralement fait ça. On fait des impôts et puis ensuite on relâche la pression. Mais là, le problème qui est posé à l'économie française, il est tout à fait différent. Il faut sortir de ce modèle qu'on a appelé longtemps le modèle tax and spend, qui était le modèle suédois avant les réformes de la Suède. Et surtout, la grande différence avec Schröder, c'est que pour l'instant, Schröder, il a pris de front des problèmes qui étaient très lourds. Le problème de la compétitivité, il a baissé le coût du travail, il a réformé totalement le marché du travail. D'aucuns vous diront que du coup, tout de même, d'accord, mais là, il y a une sorte de précarisation du travail et des salariés en Allemagne qui n'existait pas auparavant et que il n'y a jamais de paradis sur terre. L'Allemagne, elle a aussi ses points faibles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle, parce que vous ne pouvez pas plaquer ni la force de l'industrie allemande, ni l'État fédéral allemand, ni le compromis social, ni la cogestion allemande. Vous ne pouvez pas importer ça en France du jour au lendemain. Donc l'Allemagne, elle a des problèmes. Elle a une démographie qui n'est pas très bonne, même si elle importe aujourd'hui des jeunes qualifiés. Et nous, on a une démographie excellente. Vous voyez, une nouvelle que vous auriez pu noter dans ce livre tout de même. Mais c'est tout à fait noté. Mais si vous voulez... On n'arrête pas de faire des petits, donc ça va forcément faire des choses. Oui, mais rien n'est mécanique. Regardez les pays du monde arabo-musulman. Ils avaient une démographie encore bien meilleure que la nôtre. Et ça n'a pas empêché une double catastrophe avec des tyrannies, des révolutions et puis et un chômage massif. Donc si vous voulez aussi, comme vous direz Emmanuel Todd, tout de même si le mouvement des révolutions arabes porté par la démographie. Oui, mais qui donneront ce qu'elles donneront. Mais derrière, ce qu'on voit, c'est-à-dire que si vous voulez, rien n'est mécanique dans l'histoire. Donc une démographie
dynamique, a priori c'est un atout parce que ça génère de la croissance potentielle. Sauf si avec cette démographie dynamique, je crée des exclus et des chômeurs. Or, pour l'instant, les chiffres sont assez durs pour la France, c'est-à-dire qu'une cohorte de jeunes Français, une génération de jeunes Français, c'est 820 000 jeunes. Sur ces 820 000 jeunes, chaque année, j'en ai 161 000 qui sortent du système scolaire sans aucune formation, sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. Et ceux-là, je les envoie dans un avenir, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, qui est un avenir extrêmement compromis et sans doute placé sous le signe de l'exclusion. Et j'en ai 50 000 chaque année qui décident de quitter le territoire français et qui ne sont pas seulement des surdiplômés, mais qui sont aussi des enfants de l'immigration qui sont volontaires, qui ont des idées, qui n'arrivent pas. La société est fermée en France pour eux et donc ils vont au Québec, à Londres ou ailleurs. Donc, vous ne pensez pas à Bernard Arnault, là, ça n'est pas le même cas. Il n'est pas dans la catégorie. Je ne crois pas qu'il soit encore dans la catégorie jeune, mais c'est sans doute mais cela dit d'un mot, plutôt dans la catégorie luxe. Comment vous commentez cette histoire-là de Bernard Arnault ? Écoutez, je crois que c'est un peu, ça rentre dans ce que j'appelle le pacte défaitiste français, c'est-à-dire que d'un côté, il me semble que Bernard Arnault n'assume pas sa décision, puisqu'il est clair que quand on prend un domicile en Belgique et quand on prend la nationalité belge... C'est pas pour l'amour des frites seulement, non. Quand même, oui. Et c'est pas pour aller, si vous voulez, pour aller faire des affaires avec Monsieur Albert Frère. Bernard Arnault en fait depuis un quart de siècle, avec d'ailleurs pas mal de succès. Et de même qu'on n'a pas besoin d'avoir la nationalité belge pour travailler avec Albert Frère, on n'a pas besoin d'avoir la nationalité française pour travailler avec Monsieur Bernard Arnault. Je crois aussi que Bernard Arnault, il a fait ses études à l'école polytechnique, donc il a même été payé par le contribuable pour faire ses études. Il a bénéficié, il a pu reprendre la société Boussac dans très bonnes conditions. 2 milliards de francs que lui a donné la gauche à l'époque. Le gouvernement Fabius, il a été financé très largement par le Crédit Lyonnais, dont il s'est avéré ensuite que c'est quand même le contribuable français qui a renfloué pas mal de choses. Et surtout, LVMH, c'est, j'allais dire, la marque France. Donc, c'est le patrimoine, l'histoire, la civilisation française à travers des marques prestigieuses. Donc, c'est une décision qui est très lourde. Et à l'inverse, c'est là où chacun devrait bien réfléchir, c'est que cette décision, elle est en même temps logique, compte tenu de ce qui est annoncé et qui, non seulement sur le plan fiscal, sur le plan économique, ce sont des taxes dont le président de la République lui-même explique qu'elles ne rapporteront rien et qui sont en train de faire sortir de notre territoire à la fois des grandes fortunes type Bernard Arnault, mais aussi ce qu'on ne voit pas, mais qui est encore plus préoccupant, beaucoup de jeunes qui maintenant partent pour aller créer et faire leurs projets à Hong Kong, à Singapour, à Londres ou ailleurs, mais aussi maintenant les directions opérationnelles des entreprises. C'est-à-dire que dans beaucoup de grands groupes aujourd'hui, on a le cas avec des banques, ça c'était pas neuf, mais il y a une accélération, on a des directions opérationnelles de grands groupes, des directions commerciales, des directions marketing, avec et qui quittent Schneider à Hong Kong. Qui quittent le pays. Oui, et des membres des états-majors. Oui. Donc ça, si vous voulez, dans une période... on n'est quand même pas dans un drame de la misère. Enfin, ça paraît un peu étrange, non, tout de même, alors qu'il y a des entreprises françaises qui ne payent toujours pas d'impôts en France comme Total, et puis que tout d'un coup, Bernard Arnault et le VMH décident que parce qu'une loi se taxerait à 75%, irait prendre la nationalité belge, c'est vrai que ça peut tout de même susciter un peu de... Non, mais je vous ai expliqué les choses comme je les voyais du côté de l'un. Oui, mais quand on met en place une fiscalité confiscatoire... Surtout au moment où on dit qu'il faut être patriote, parce qu'il faut sauver le pays France... Mais une fiscalité confiscatoire, ça pose quand même des problèmes, y compris dans un état de droit. Donc on a vraiment, me semble-t-il, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on est rentré de fait dans un dialogue de sourds avec une classe politique qui prend des décisions qui sont totalement anti-économiques. Le problème de l'impôt, et c'est là où on est quand même dans un monde qui n'a plus de sens. Le premier problème de l'impôt dans un État qui est surendetté, c'est de faire rentrer des recettes fiscales. J'en ai déjà un qui est l'ISF, qui rapporte entre 2 et 4 milliards. Les études ont montré que pour ces 2 ou 4 milliards, j'ai 12 à 15 milliards de moins-value fiscale à cause des départs que ça a entraîné. Monsieur Arnault, il va s'installer dans le Neuilly belge qui s'appelle Uccle. Vous avez 10% de la population d'Uccle qui sont des Français, qui sont partis uniquement pour des raisons fiscales. Donc c'est quand même une absurdité de mettre en place une série d'impôts qui vont
diminuer les recettes fiscales. Et pour le prix de ces 100 millions de cette taxe, on va avoir une baisse des recettes fiscales. Donc pour aujourd'hui, on ne peut pas exactement l'estimer, mais on sait qu'il y a une accélération des départs du territoire français comme on n'a jamais eu. Donc moi, voilà pourquoi je pense que c'est tout à fait dommage. Maintenant, que le fait de cet exil fiscal, on est dans une société ouverte. On sait qu'aujourd'hui, par ailleurs, c'est pas vrai de dire que les gens partent pour des paradis fiscaux. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Et donc il y aurait eu une autre solution. Imaginons que tout d'un coup François Hollande, après cette émission, vous appelle et vous nomme ministre de l'économie, des finances et du budget, et du travail et de l'emploi. Il y avait une autre solution que ce fameux choc fiscal qui est censé tout de même aussi avoir une forme de symbole, quoi, de valeur de symbole. Non, mais je pense y compris ce que disait la Cour des comptes, si vous voulez. La Cour des comptes, elle a très bien documenté la chose, de manière, à mon avis, parfaitement fondée. Il y a un effort de 120 milliards à faire sur 5 ans, et la Cour des comptes avait préconisé de faire comme dans les autres pays développés, 2 tiers de baisse de dépenses et 1 tiers de hausse d'impôts. Qu'il faille des hausses d'impôts, par exemple qu'on fasse une tranche de l'impôt sur le revenu à 45%, ça ne me choque absolument pas. Ce que je trouve critiquable, si vous voulez, c'est des mesures symboliques, puisque on dit qu'elles ne vont pas rapporter grand-chose, et qui ont des effets économiques dévastateurs. Donc moi, je suis quelqu'un de pratique. Quand on me donne, dans un État qui a besoin désespérément, premièrement, de faire de la croissance, deuxièmement, de se désendetter, qu'on me présente une mesure qui ne rapporte pratiquement rien sur le plan fiscal et qui a des dommages maximum sur le plan économique, je me dis qu'on pourrait peut-être réfléchir à faire quelque chose de plus intelligent. Caroline Eliachev. Oui, j'ai lu votre livre, évidemment, et je suis toujours un petit peu surprise quand je vois que les économistes, et vous n'êtes pas le seul, empruntaient au vocabulaire de la psychiatrie et de la psychanalyse un certain nombre de notions, en particulier celle de déni. Vous parlez aussi de schizophrénie. Vous ne parlez pas d'autisme, mais beaucoup emploient le terme d'autiste. Et je dois vous dire que les associations de patients n'apprécient pas. Bon, ça c'est une chose, c'est pour l'anecdote, mais est-ce que vous pensez vraiment que cette importation de concepts qui ont des définitions très précises, en particulier le déni, ce sont les psychotiques qui usent du déni. Autrement dit, quand vous utilisez le terme de déni et que une oreille professionnelle vous entend, on se dit qu'il n'y a absolument aucune chance pour que le voile se déchire. Alors, dans le déni, normalement, il y a quand même une chance pour que ça se déchire, puisque normalement, la dernière phase du déni, c'est l'acceptation de la situation, et donc à partir de là, on peut commencer à trouver des solutions. Pas toujours. Pas toujours. Vous avez raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a jamais des choses ne sont jamais mécaniques. Et ça nous renvoie au terme de crise qui vient de crisis en grec. Crisis, c'était le stade décisif de la maladie où on va vers la guérison ou vers la mort. Et donc, alors, l'importation du vocabulaire médical sur les crises économiques, je crois que ça vient de ce que je viens d'indiquer. C'est-à-dire que dans des moments où on a des dysfonctionnements économiques très graves, c'est vrai qu'il y a toujours une tentation de faire des comparaisons avec du vocabulaire médical. C'est une manière de faire comprendre les choses. Mais je crois aussi que cette origine commune de vocabulaire qui nous ramène donc au grec, ça exprime quelque chose qui est tout à fait juste. Et si vous reparlez de la schizophrénie, c'est vrai qu'en France, on voit très bien que on voudrait avoir une production comme en Allemagne et une industrie à l'allemande, avec une fiscalité à l'italienne, avec un État-providence de type scandinave, et que tout ça n'est pas possible. Le problème, ça nous ramène vraiment à la politique et à Mendes France qui disait « gouverner, c'est choisir ». On est dans un pays où depuis des décennies, droite et gauche confondues, on n'a pas voulu faire de choix. Je vais vous en donner un exemple pratique dont on a parlé tout à l'heure, l'euro. On savait qu'en s'engageant dans l'euro, ça veut dire qu'on ne peut plus s'ajuster par la dévaluation. Et donc, si on a des décrochages de compétitivité extrêmement importants, ensuite, ça se règle par des ajustements réels. Qu'est-ce que c'est que l'ajustement réel ? Ça veut dire que comme on ne peut plus dévaluer, ça va se traduire par des baisses de croissance, des faillites d'entreprises et du chômage massif. Bon, on n'a pas du tout voulu voir ceci. On a simplement considéré que l'euro
c'était une espèce de solution miraculeuse qui permettait de s'endetter de manière illimitée et sans payer le coût de la dette. Et ben, ensuite, effectivement, le voile du déni se déchire et on doit traiter les problèmes. Et c'est maintenant là où nous sommes. Alors justement, des questions de vocabulaire, même de ton, de style, d'éloquence. Écoutez ces petits raccourcis dans le temps américain de 2008 à 2012, au temps où, au fond, il y a 4 ans, Barack Obama disait comme vous, non pas réveillez-vous, mais yes we can, et comment 4 ans plus tard, il ne dit pas tout à fait la même chose. On nous a demandé de ne pas donner de faux espoirs au peuple de cette nation. Mais dans l'histoire des États-Unis, il n'y a pas de faux espoirs. Quand nous avons été face à l'impossible, des générations d'Américains ont répondu « Oui, nous pouvons ». Nous nous souviendrons que quelque chose se passe en Amérique. Nous sommes un peuple, une nation. Et ensemble, nous allons commencer le prochain grand chapitre de l'histoire américaine avec 3 mots qui résonneront d'est en ouest. Oui, nous pouvons. Vous ne m'avez pas élu pour que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Vous m'avez élu pour vous dire la vérité. 2012. Et la vérité, c'est qu'il nous faudra davantage que quelques années pour résoudre tous nos problèmes. Voilà. Je crois qu'on a effectivement la différence. Exercer le pouvoir dans des périodes de grande crise, ça amène forcément une évolution du discours. Donc, mais ce qui est important, c'est que dans la politique, je pense qu'aujourd'hui, pour traiter les crises, il faut quand même les 2 bouts du discours. Quand vous reprenez le discours d'Obama de son élection, ça renvoie aussi à Roosevelt et avec sa fameuse phrase « La seule chose dont nous devions avoir peur, c'est la peur elle-même ». Donc, il faut bien surmonter la peur, il faut la dimension de l'espoir. Et en même temps, il faut conduire des politiques qui soient réalistes et qui soient donc pas fondées sur des faux espoirs ou carrément des mensonges. Moi, c'est, je pense, le problème de la dernière élection présidentielle, c'est que, et c'est pour ça que elle était fondée moins sur le mensonge que sur le déni. Pourquoi ? Parce qu'on n'a parlé d'aucun des problèmes dont on vient de parler. Il n'y a pas pratiquement rien eu sur la compétitivité. On n'a pas parlé de baisse de dépenses publiques. Mais ça vient de changer, Nicolas Bavret. On n'a pas parlé de la Jean-Marc Ayrault parle maintenant de choc de compétitivité. Donc non, ça prouve bien le réel, au pouvoir, d'un seul coup, le réel fait irruption. Le réel, il vous rattrape. Et que Jean-Marc Ayrault a même fait irruption au MEDEF. Simplement, c'est très compliqué. Si vous voulez, quand on regarde là encore les démocraties et la manière dont ça fonctionne, normalement les élections, surtout dans la Ve République, qui est le système où normalement l'élection présidentielle, c'est le moment où le pays, les citoyens se posent les grandes questions et décident d'eux-mêmes, ça on l'a pas fait. Donc normalement ça se fait au moment de l'élection et nous ne l'avons pas fait. Ensuite il y a la solution Schröder. Schröder a été élu sur un double coup de dés, c'était les inondations à l'Est et l'opposition à la guerre en Irak. Il n'a pas du tout été élu sur l'agenda 2010, il a pensé que c'était son devoir, et alors que personne ne l'attendait, contre son parti, contre l'opinion allemande, il a fait les réformes. Et puis il y a la troisième solution, qui est la solution contrainte extérieure, c'est-à-dire j'ai un pays qui se retrouve complètement coincé, c'est Mitterrand 83, c'est Papandréou sorti de Grèce, ou c'est Berlusconi sorti d'Italie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le choix de François Hollande, c'est soit d'être Schröder, soit d'être Papandréou. Et ça va se décider dans les mois qui viennent. Nicolas Bavret, réveillez-vous, c'est chez Fayard. On n'a pas fait le tour de tout votre livre, d'ailleurs, vous appelez à plusieurs façons de nous redresser, redressement productif, ou à refonder également un pacte social. Et je note tout de même dans votre livre, justement, que vous dites aussi qu'il y aurait peut-être en France une manière de moins se replier sur nous-mêmes et de rester fidèle à la tradition que nous avions de savoir accueillir, au fond, l'autre et l'étranger. Quand on regarde la devise de la République, c'est vrai que malheureusement, je pense que liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, on n'est pas très bon sur aucun de ces 3 plans. C'est un pays qui maintenant déteste la liberté. C'est un pays qui s'est fermé aux autres, qui s'est fermé aux idées du monde moderne. Quand on regarde là encore la dernière élection, c'était à qui allait... c'est quand même incroyable de faire en expliquant que d'un côté, que grosso modo, il fallait mettre du protectionnisme et de l'État partout, et que de l'autre côté, le fondement de la vie humaine, c'était
était la notion de frontière. C'est vrai qu'avec ça, dans un monde qui est un monde mondialisé, ouvert et dans l'histoire universelle, si on part avec ces idées-là, il est clair que c'est le drame français, c'est qu'on vit avec, dans la nostalgie du monde des 30 Glorieuses qui n'est plus, et qu'on est incapable de s'accoutumer au monde réel dans lequel on aurait des atouts formidables pour être performant.